bienvenue chez nous. Donc, je suis Jérôme Loriot, je suis conseiller de Paris et dans le 15e auprès du maire du 15e, Philippe Goujon. Je m'occupe des questions de santé. Quelques mots qui n'ont rien à voir avec l'aspect médical de l'endométriose. Quand on parle d'endométriose, c'est forcément une question un petit peu genrée. Ça vous a pas échappé. Et quand on parle donc d'endométriose, on traverse les questions aussi de conditions de la femme dans la société aujourd'hui. Et il vous a pas échappé que ces questions-là, aujourd'hui, elles sont au creux du débat politique, dans des enjeux de société. La reconnaissance de la femme, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel aussi, puisque indépendamment de l'endométriose, il y a des questions aujourd'hui d'égalité homme-femme sur le lieu de travail, dans les conditions d'exercice, pour les salaires, et que si on ajoute à ça la question de l'endométriose et l'impact en termes de santé que ça peut avoir sur le travail, bien évidemment, c'est quelque chose des questions qu'il faut traiter. Donc, une question de société, finalement, au-delà des questions purement de santé. Et puis, autre question de société, quand on parle d'endométriose, il y a forcément donc l'aspect médical de cette prise en charge, avec des progrès indéniables qui ont été faits en termes de connaissances. Ce n'est plus une maladie totalement méconnue, je ne vais pas dire méconnue, mais pas totalement méconnue. Il n'est pas possible aujourd'hui pour un professionnel de santé de méconnaître l'endométriose, c'est sûr. Il y a sans doute encore, en termes de formation, des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, il y a un problème de démographie médicale qui ne vous a pas échappé. Vous êtes aujourd'hui dans le 15e, dans un désert médical. On pourrait penser qu'il faut aller sans aucun mot péjoratif pour Vesoul, Tarbes ou Perpignan. Il fallait aller là-bas dans les territoires pour avoir des déserts médicaux, mais pas du tout. En fait, dans Paris intramuros et dans le 15e, on a des vraies zones de désert médical. Et quand on a dit ça, il y a les problématiques qui sont posées aux élus locaux que nous sommes pour résoudre ça. Et on a beau ouvrir des cabinets médicaux partagés, pour permettre un exercice de plusieurs professionnels de santé. On a beau ouvrir des centres médicaux, il y en a qui ferment, parce qu'aujourd'hui l'économie de la santé, et on se bat actuellement avec le maire du 15e pour le maintien de 2 centres de santé qui accueillent plus de 1000 ou dizaines de milliers de consultations par an, parce que les gestionnaires de ces centres de santé nous disent aujourd'hui on n'arrive plus à faire le compte à la fin du mois, et donc on va juste mettre la clé sous la porte, et laisser donc devant la porte tous les patients qui utilisaient ces centres de santé. Donc il y a une question d'accès aux soins. Bien sûr, on parle pour ces centres de santé, et nous c'est notre combat de soins en secteur 1, pour qu'ils soient accessibles à tous et toutes. Et là aussi, dans Paris intramuros, compte tenu du prix du loyer, compte tenu des honoraires que sollicitent les professionnels, c'est extrêmement dur d'avoir une offre de soins et de la développer en secteur 1. Et si je vous en rajoute une toute petite couche, en disant que quand on parle d'endométriose, le plus souvent on a besoin de spécialistes, essentiellement des gynécologues pour prendre en charge les patientes. Les gynécologues de secteur 1 dans Paris qui ont envie de faire de la consultation, c'est très difficile dans un centre de santé d'en recruter. C'est ce que nous disent les professionnels de ces centres de santé. C'est la raison pour laquelle on a du mal à maintenir, nous, élus locaux, mais c'est notre combat au quotidien, cette offre d'accès aux soins pour toutes et tous, pour toutes les Parisiens et toutes les Parisiennes. Aujourd'hui, un jeune étudiant en médecine qui s'engage et qui veut faire la gynécologie, la plupart du temps, il ne veut pas faire la gynécologie médicale, il veut faire plutôt de la chirurgie gynécologique. Et ça fait encore une difficulté de plus pour pouvoir proposer de la consultation en centre de santé ou en cabinet libéral avec une accessibilité pour les Parisiennes. Nous, on s'est bien rendu compte à l'occasion du Covid, en étant en première ligne, qu'il y avait parfois un peu de difficultés. On constatait les difficultés, on essayait d'y remédier avec nos moyens. À la mairie du 15e, à l'occasion du Covid, on a ouvert une fabrique de masques, parce qu'il n'y en avait plus. On a distribué les masques nous-mêmes. Enfin, on était vraiment les acteurs locaux, comme beaucoup d'acteurs de terrain, de mairies d'arrondissement ou de mairies locales. Et on s'est aperçu que quand on essayait de faire passer les messages à l'étage supérieur, c'était extrêmement difficile d'avoir cette interface d'efficacité. Et les élus locaux ont fait la preuve à cette occasion du Covid de leur engagement et puis de leur importance en fait. Aujourd'hui, les mairies, alors qu'elles n'avaient pas vocation à être acteurs de santé publique, s'engagent. Que ce soit la mairie du 15e ou la mairie de Paris, qui a créé une direction de la santé publique, sont des acteurs de premier plan de la santé. Ce n'était pas le cas avant. Cet engagement, il se heurte parfois aux difficultés. Vous êtes
battu pour certains de l'association et certaines associations pour la reconnaissance comme infection de longue durée de l'endométriose. Mais au-delà de ça, quand bien même ce serait une infection de longue durée, il y a des soins qui doivent être nécessaires, des soins de psychologie, des soins de nutrition, des soins de diététique, qui, quand bien même ce serait une infection de longue durée, ne seraient pas forcément pris en charge par la sécurité sociale et couverts. Alors que c'est des choses dont on a besoin pour le bien-être des patientes. Donc il y a encore beaucoup de questions sur la table pour lesquelles nous, élus locaux de terrain, on essaye de se battre et pour lesquelles, avec nos collègues élus nationaux, on essaye aussi à vos côtés de faire avancer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Loriot. Alors, moi, je suis la directrice générale de l'association Je suis Priscilla Saraco. Déjà, dans un premier temps, je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui, d'avoir bravé le froid effectivement de ce mois de mars un peu fou. Le mois de mars qui est du coup le mois de sensibilisation à l'endométriose et pour lequel on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'événements tous les ans et puis la Landomarche cette année, ça fait 10 ans que l'association l'organise, ça fait 10 ans que l'association existe, donc c'est un cap pour nous qui est très très important et on est très contente de voir tout ce qu'on a pu réussir à faire et de voir que vous êtes toujours parmi nous pour faire avancer cette cause. Bien sûr, je tiens à remercier la mairie du 15e et Monsieur Loriot pour l'accueil depuis toutes ces années ici. On est très heureuse de garder ce partenariat clé et de pouvoir travailler justement avec les collectivités parce que c'est en travaillant main dans la main les uns avec les autres qu'on avance et pas seulement tout seul. Donc c'est très important pour nous. Et bien sûr, merci à tous nos intervenants aujourd'hui qui pour certains ont fait le déplacement de très loin, pour le coup très au sud, un peu moins au sud, mais voilà. Et le docteur Petit qu'on présente même plus parce que bon, tout le monde le connaît ici, qui a fait un déplacement un peu moins important, mais qui est toujours présent avec nous. Donc un grand merci. Pour rappel, ce matin, on fait une conférence sur le diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler du diagnostic ? Alors, effectivement, l'actualité, notamment l'annonce de la Haute Autorité de Santé en début janvier concernant le test salivaire et tout ce qui a pu tourner autour de la question du diagnostic nous a vraiment interrogés et on s'est dit il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ça. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont déjà diagnostiquées. Peut-être qu'il y a des personnes, c'est pas le cas. Mais ce qui est certain, c'est que le diagnostic, c'est vraiment le premier pas dans le cadre de la maladie pour avancer. Nous, on dit souvent finalement qu'on n'est pas malade quand on a un diagnostic qui est posé. On est malade quand les symptômes sont présents. Mais que ce diagnostic permet un soulagement émotionnel, une reconnaissance de la maladie, une légitimisation des symptômes qu'on a. Et c'est absolument important de pouvoir passer ce cap-là pour accepter aussi qu'on est malade, pour accepter qu'on a cette pathologie, pour commencer à être bien pris en charge et aussi pour comprendre tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc c'est vraiment une étape qui est absolument nécessaire. On a fait il y a quelques semaines une étude sur le diagnostic à laquelle peut-être des personnes ici ont répondu. On a eu quasiment 1200 réponses. Quelques chiffres quand même parlants qui sont ressortis de cette étude, c'est que pour 80,8% des répondantes, le diagnostic représente un soulagement très important. Je pense que tout le monde est plutôt d'accord de toute façon ici. C'est plutôt une évidence pour nous, mais c'est important quand même de pouvoir le dire. Sur l'ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire, il y en a quand même 94,2% qui ont indiqué qu'elles auraient souhaité avoir connaissance du diagnostic plus rapidement dans son parcours de soins. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en 2022 par l'INSERM qui montre qu'il y a encore 10 ans de retard de diagnostic entre l'apparition des premiers symptômes et le mot qui est posé. C'est une moyenne, hein, évidemment, ça peut être plus long, ça peut être aussi plus court. Encore heureux, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont diagnostiquées bien plus tôt. Et pour 87,7%, ont estimé qu'un diagnostic précoce aurait amélioré leur qualité de vie sur de nombreux points, notamment médical, professionnel, vie scolaire, vie familiale, etc. Et qu'un diagnostic précoce est perçu comme un moyen de préserver les nouvelles générations des souffrances engendrées par les nombreuses années d'errance médicale, parce qu'on sait que, au-delà de juste ne pas savoir de quoi on souffre, c'est une violence psychologique d'être dans l'errance pendant des années. Et il faut qu'elle soit entendue, et il faut qu'on puisse remédier à ça, pour que plus jamais les générations futures n'entendent que l'endométriose c'est dans notre tête, que les maux de tête c'est dans notre tête, et que on n'est pas légitime de savoir de quoi on souffre. Quelque chose aussi qui nous parle beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que, vous savez, il se passe beaucoup de choses autour de l'endométriose. Il y a des filières de soins qui se mettent en place, il y a une stratégie nationale, il y a de la recherche. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui se met en place, ça ne se mettrait pas en place s'il n'y avait pas des malades. Donc en fait, les personnes les plus importantes dans l'histoire, c'est quand même nous. C'est les malades, c'est les patientes.
et que sans nous, il n'y a plus rien. Et ça, c'est important. Notre voix, elle a de l'importance. Il faut se faire entendre parce que c'est au final nous qui vivons avec tous les jours. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire entendre, c'est en se rappelant que tout ce qui doit être fait pour l'intérêt des patientes avant tout.